chers téléspectateurs, nous sommes à Paris, non loin de Châtelet, pour venir rencontrer un homme de droit, non des moindres Ivoiriens, qui fait le tour de tous les barreaux du monde entier. Et aujourd'hui, il a accepté de nous rencontrer. C'est avec un réel plaisir parce que j'espère que ce que je vais tirer de lui vous fortifiera parce que les Ivoiriens en ont aujourd'hui besoin. Il s'appelle Maître ZZ. Je vous le présente. Il va se présenter lui-même. Bonsoir, Maître. Bonsoir, mon frère Joël Etienne. Comment ça va? Ça va, je suis donc ZZ, Maître Z du barreau d'Auxerre désormais. J'ai choisi le barreau d'Auxerre tout indépendant de la Cour d'appel de Paris, donc je suis entre Auxerre et Paris. Et depuis, on va dire 5 ans, je me suis un peu replié sur la petite province à Auxerre, mais avec des affaires à la Cour d'appel de Paris et devant toutes les juridictions. D'accord. Alors aujourd'hui, Maître, on vous rencontre dans le cadre de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Nous allons en parler. Alors, nous allons mettre le pied dans le plat. Depuis 3 jours, votre pays, la Côte d'Ivoire, notamment la capitale Abidjan, vient de connaître une série de pluies diluviennes qui a causé des morts et des dégâts importants. Votre avis, Maître? D'abord, je voudrais m'incliner devant ce drame, devant la mémoire des victimes, qui, ma foi, sont très nombreuses. C'est une circonstance particulière, un serpent à double tête. Vous avez le nord du pays où il n'y a pas une seule goutte d'eau qui tombe. J'ai mis sur ma page Facebook, d'aucuns ont pu voir, cette jeune femme qui est en train d'entrer dans une espèce de trou pour aller chercher de l'eau, et dont on voit tout le reste du corps à l'extérieur, et qui tente de trouver de l'eau, pour dire que la situation est critique à Bouaké. Et d'un autre côté, dans le Grand Sud, il y a cette pluie, notamment à Abidjan, et qui a fait beaucoup de dégâts. Alors, c'est une situation qui, ma foi, fait mal, et qui, politiquement, est inadmissible. Pourquoi? On a l'impression qu'aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas gouverné. Parce que sous d'autres cieux, eh bien, le ministre de l'aménagement du territoire, ou le ministre de la ville, et tous les maires concernés auraient démissionné, y compris jusqu'au Premier ministre. Et quel discours on nous sert aujourd'hui? On nous dit que le chef de l'État serait rentré et qu'il aurait versé une larme, à défaut de déverser les pluies de milliards qu'il avait, n'est-ce pas, promis aux Ivoiriens en 2010. Cette situation est inadmissible. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. On ne peut pas comprendre que des gens qui ont acquis leur propriété à la sueur de leur front pendant des années se retrouvent aujourd'hui sans rien. Et des gens qui ont tout perdu, ont perdu des membres de leur famille. Jusqu'à hier, 0 heure, on m'indiquait inbox qu'il y aurait eu 25 morts, rien qu'à Abidjan intramuros. Alors, sans compter les dégâts matériels, sans compter des gens qui sont portés disparus, qui sont partis dans leur véhicule qu'on n'a pas encore retrouvé. Attention. Oui, mais Maître, quand vous parlez comme ça, est-ce que on n'a pas l'impression que les règles élémentaires d'urbanisme ne se respectent pas quand on attribue les terrains, les lots aux agences immobilières ou aux particuliers pour construire des maisons en Côte d'Ivoire? Ben, si vous voulez, cela fait partie de ce que j'ai toujours critiqué depuis qu'on nous a imposé cet imposteur, et je dis les choses telles que je les pense. Ce monsieur est arrivé... Vous voulez parler de qui? De M. Ouattara? Du chef de l'État. D'accord. Alors, il a crânement dit sur une télé française, Africa 24 si je ne m'abuse, qu'il faisait du rattrapage ethnique. Lorsque la journaliste lui a posé la question de savoir, oui, dans votre gouvernement, les dominations sont des gens essentiellement du Nord, il a dit qu'il faisait du rattrapage ethnique. Mais je signale quand même, pour ceux qui ne le savent pas, tous les Ivoiriens le savent, mais pour nos amis étrangers, que depuis Houphouët-Boigny, le Nord n'a jamais été négligé en termes de personnel politique. On parle de l'urbanisation. Oui, on parle de l'urbanisation, oui, d'accord. Simplement, je voudrais dire qu'on a attribué les marchés en fonction du vocable politique, le rattrapage ethnique. Et c'est à cause du rattrapage ethnique
que les gens se sont permis de faire tout et n'importe quoi, d'attribuer des marchés, des terrains à qui mieux, en fonction de la chapelle politique. Il suffit d'être RDR pour avoir, ou être proche du pouvoir, pour avoir droit, n'est-ce pas, à ces attributions. Et les constructions ont été faites de façon anarchique, sans respecter ce que nous appelons le plan d'urbanisation ou le plan d'occupation des sols, le POS. Et donc, moi je ne suis pas urbaniste, mais quand même il y a un minimum que nous savons en matière de construction. On ne peut pas déposer des immeubles, construire des immeubles au pied des caniveaux. Quand bien même nous savons que chez nous, il n'y a pas le minimum n'est pas respecté en matière de sécurité immobilière. Voilà que le résultat, aujourd'hui, il est là. Les gens sont complètement affolés. Ils ont tout perdu, ils ont perdu parents et biens. Donc, c'est à cause du rattrapage ethnique que je critique que tout cela aussi a été rendu possible. D'accord. Merci de vous incliner sur la mémoire de ceux qui sont tombés pendant ces jours de pluie à Abidjan. Le deuxième volet, vous suivez aussi l'actualité politique en ce moment. Le PDC vient de tenir son bureau politique. Ceux qui ont une lecture autre applaudissent parce que le PDC n'aurait pas signé le parti unifié. Et il y en a qui disent non, le fait d'avoir remis tous les pouvoirs à M. Bédier, cela sous-entend qu'il y a un Guy sous roche. Maître, vous êtes un homme de droit, un homme politique. Quelle analyse vous faites de ce bureau politique du PDC-IRDA? Alors, si je fais une analyse contractuelle, hein, au sens du contrat, eh bien, je dirais que les deux parties étaient en pourparlers. Je te fais une offre de la part du RDR, et tu l'acceptes, et si nous sommes d'accord tous les deux sur les clauses du contrat, nous signons. Alors, il y a eu l'offre d'entrée en pourparlers. Le RHDP, je signale quand même, a été créé en 2005 par les impérialistes français qui l'ont créé et ont mis les deux partis, l'ont mis entre les mains des deux partis, PDCI, RDA et RDR, et puis les autres partis qui sont arrivés, les trois autres partis qui font partie de ce conglomérat. En 2005, pour des raisons politiques, toujours dans la même logique de coup d'État contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Bien, alors, le RHDP n'était pas un parti politique, c'était un rassemblement de partis politiques. Comment arrive-t-on à venir d'un rassemblement de partis politiques à vouloir imposer un parti unifié, pour ne pas dire un parti unique, à droite? Eh bien, c'est par la volonté, n'est-ce pas, du dictateur à la tête de notre pays qui nous a été imposé. Encore une fois, nous ne l'avons jamais élu, et qui nous a été imposé, c'est par sa volonté de soumettre, n'est-ce pas, le PDCI, qui est quand même le parti, je veux dire, de référence. Historique. Le parti de référence, le parti ancestral. Tous nos ancêtres ont milité pour la plupart dans ce parti-là. Moi qui vous parle, je suis je vais parler de ma ouattitude plus tard, mais je suis quand même issu de mon grand-père, chef Niaé, et de mon grand frère, chef Thomas, chef de canton, dans le Zaï. Dans le Zaï, c'est dans le Guiglo. Et mon grand-père paternel, de Guiglo également, était chef de village. Donc, j'ai doublement le sang royal dans les veines. Je suis un prince. C'est pour ça que j'ai créé la ouattitude. Donc, je sais de quoi je parle. Mon grand-père Thomas a été enterré à Genké avec une forte délégation du PDCI-RDA avec à la tête Germain Kofi-Gado en 1952. Alors c'est le parti de nos ancêtres. Même si nous ne sommes pas PDCI aujourd'hui, nous sommes tous passés par là. C'était le parti unique. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, nous enlever notre ancêtre, le parti de nos ancêtres. Houphouët-Boigny a exercé à Guiglo, à l'hôpital, où je suis né, moi, en 1958. Il a exercé bien avant. Donc il a laissé des traces à Guiglo. L'hôpital de Guiglo porte son nom. L'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Il était avec ma tante Marie Nieba. Qu'est-ce que nous ne savons pas? Alors ce parti-là, pour lequel nos ancêtres ont lutté, ont milité, sont morts, ont arraché l'indépendance, même sur papier, ils l'ont quand même obtenu. Les femmes ont marché avec à leur tête Anne-Marie Radi sur Bassam pour arracher les prisonniers politiques de l'époque coloniale, leurs époux.
et leurs frères. Ce parti était au départ un parti émancipateur. Ce parti a libéré quand même, avec le RDA, a libéré les peuples africains. On ne peut pas, comme ça, pour des raisons de politique politicienne, pour des intérêts étrangers, tuer ce parti aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis heureux que les militants du PDCI, notamment les jeunes, se soient ressaisis pour dire non. Non, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, nous refusons la mort de notre parti. Est-ce que ce n'est pas un recul pour permettre à celui que vous appelez imposteur, M. Bédier, oui. Ce n'est pas un recul tactique pour revenir demain et lancer d'autres appels? Eh bien, s'ils le font, si c'est une stratégie de leur part, ils rencontreront le peuple en face d'eux. Vous avez bien vu, vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé que moi, comment le Premier ministre d'un camp a été hué, n'est-ce pas, aux assises du PDCI. Voilà. Et comment la parole a été refusée à Oussou-Djamou. Oui. Voilà. Et donc, ça a été très houleux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, y compris même au sein de la direction du parti, dans le comité central, beaucoup de voix se lèvent pour dire non. On ne peut plus se faire marcher dessus. Mais il y a d'autres cadres au sein du PDCI qui rament en compte courant pour que le PDCI se fonde dans le RHDP. Bien entendu, vous en rencontrerez toujours de ces gens-là qui, pour des raisons tenant à leur propre fauteuil, n'est-ce pas, pour des raisons de postophilie, pour des raisons de carriéristes, vont toujours, n'est-ce pas, trahir la volonté populaire. Aujourd'hui, l'idée du village... Vous n'êtes pas vraiment du tout d'accord que le PDCI disparaisse au profit du RHDP? Non, c'est le parti de mes ancêtres. Je refuse cela. Et pourquoi? Pourquoi le RDA qui est issu des manches du PDCI, souvenez-vous, le PDCI, moi j'ai fait de la science politique, j'ai un doctorat en droit, j'ai étudié sur la transition politique en Côte d'Ivoire avec une approche institutionnelle. J'ai soutenu ma thèse à Bordeaux le 16 janvier 1998. Et c'était la question essentielle de ma problématique. Le 6 octobre 1994, quand Jenny Kobena lançait le RDR, j'étais au premier rang à l'Hôtel d'Ivoire. C'est dire, c'est pendant que je faisais mes recherches doctorales. Le RDR était un courant au sein du PDCI, vous le savez très bien. Eh bien, le courant qui est issu d'un parti ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, se transformer en grand patron et écraser, éliminer, voire tuer la mère dont il est issu. C'est inadmissible. On n'a jamais vu cela. Donc vous n'acceptez même ni aujourd'hui ni demain que le PDCI disparaisse? Non. Si le PDCI disparaît, eh bien c'est toute l'histoire de la Côte d'Ivoire qui disparaît. Enfin, la volonté des imposteurs, c'est de détruire notre identité nationale. Et je le dis avec fermeté, je le dis avec mon cœur. Je ne suis pas PDCI, je n'ai pas ma carte, je ne suis pas encarté au PDCI, ni dans aucun parti. Vous êtes ivoirien? Voilà, je suis ivoirien, et je dis simplement que tuer le PDCI, c'est tuer un pan de notre histoire. C'est parce que c'est quand même le parti qui a contribué à la libération des prisonniers politiques de l'époque coloniale, qui a milité pour que nous puissions avoir l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Mais quand vous avez appris cette histoire du RHDP, M. Ouattara, qui oblige tous les partis à s'inféoder dans un grand parti, ça vous a fait très mal. Et là, on sent que vous êtes très amer. Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit tantôt, le bébé ne peut pas du jour au lendemain tuer son père et vouloir enterrer son père à la va-vite. C'est inadmissible. Et donc, lorsque celui que vous citez là, qui est le chef de l'État, lorsqu'il a effectivement fait cette proposition, c'était avec en arrière-pensée sa troisième constitution, qui devrait faire de lui un président ad vitam aeternam. Et voilà, et donc il lui fallait, n'est-ce pas, un instrument, une machine politique pour l'accompagner dans la conquête du pouvoir qu'il n'a jamais eu en 2010, je veux dire par les urnes, qu'il a eu par les armes. Il fallait donc, pour consolider ce pseudo-pouvoir, qu'il se fasse accompagner par une machine, par un parti, un véritable parti derrière lui. Et le PDCI, nous savons très bien que la plupart des militants du PDCI, même y compris les cadres du PDCI, ne sont pas ouattaristes. Ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est quand même le PDCI qui a créé l'ivoirité,
qui a posé problème. Le PDCI essayait de protéger, n'est-ce pas, notre pays. L'identité, pour que voilà, les Ivoiriens soient fiers. Le concept avait été mal expliqué à l'époque. A été mal expliqué. Et donc on a traité... Sinon que l'ivoirité, en elle-même, c'est un bon concept. On n'a pas de francité, oui, de sénégalité, on parle de gabonité. Oui, de gabonité. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, il fallait bien expliquer ce concept d'un point de vue culturel. Moi, j'ai créé la Ouattitude. Personne ne viendra dire que les Ouest sont tribalistes. Ça, genre, le mois venu, on en parlera. Mais l'ivoirité a été mal expliquée, créée par Faustin Kwame, qui était effectivement le conseil du président Bédié. Ils auraient dû bien expliquer ce concept. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Et politiquement, ça a été mal utilisé. Il y a eu des dérives. Bien sûr que nous devons regretter. Mais, en tout état de cause... On peut revoir la formulation de l'ivoirité, pourquoi pas? Il appartient aux géniteurs de ce concept de revoir leur copie. Moi, je suis dans la ouattitude. Mais ce qui concerne la nation ivoirienne, le pays, je suis toujours debout. Juridiquement, quels sont les risques pour un troisième mandat envisagé par M. Ouattara? Juridiquement, quels sont les risques que cela peut causer aux Ivoiriens et à lui-même Ouattara? Premièrement, c'est la violation de la constitution de notre pays. Pour moi, la constitution de la Troisième République n'est qu'une parenthèse dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Une parenthèse. C'est comme l'histoire de Vichy. Vous la reconnaissez pas? Je ne la reconnais pas. C'est comme l'histoire de Vichy, la République de Vichy en France, entre 1940 et 1944. Je combats le pétainisme, donc je combats le ouattarisme. Parce que, et ce sont des circonstances exceptionnelles, la vraie constitution, c'est celle de la Deuxième République de Côte d'Ivoire, dont l'article 35, n'est-ce pas, dans cette disposition, permet au président de la République d'être élu et réélu une seule fois. Moi, je m'en tiens à ça. Donc, alors, un imposteur... Il y a des risques qui s'ouvrent aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire si M. Ouattara prétendait prendre un troisième mandat. Mais figurez-vous qu'il ne s'arrêtera pas à un troisième mandat. Il voudra un quatrième. Parce que dans son esprit, ces deux mandats commenceraient en 2020. Parce que les Ivoiriens ne comprennent oui, mais parce que la troisième constitution, ou bien la constitution que lui, il a mis en place, oui. lui en donne complètement le droit. Il dit qu'il peut se présenter deux fois. Trois fois. Deux fois. Oui. Alors, il considère qu'il a été élu pour la première fois en 2015. Et donc, il lui reste deux mandats. Donc, il fait arriver à 2020, il va se représenter après 2020. Voilà comme ce qu'il goupille dans sa tête. Et moi, cette constitution de la Troisième République, rappelez-vous, en 2016, j'ai eu des débats sur toutes sortes de médias ici à Paris, que ce soit Africa numéro 1, que ce soit Africa 24, et Event News, pour citer tous ces médias. J'ai combattu ce projet constitutionnel contre les représentants du RDR sur la place de Paris. Et j'avais dit à mes compatriotes, attention, on est en train de vous vendre un produit dangereux pour la démocratie, parce que le sieur, l'imposteur ne va pas s'arrêter là. Il voudra faire un deuxième... Pourquoi vous n'aimez pas citer le nom de M. Ouattara? Parce que ça me donne la chair de poule. Comment un Africain peut accepter la mission d'aller massacrer les siens? Nous sommes tous Africains. Nous avons subi l'esclavage et la colonisation. Rappelez-vous ce que disait Thabo Mbeki. Il a dit, comment ce monsieur, dont je ne vais pas citer le nom, Thabo Mbeki l'avait cité nommément, comment, il dit, c'est étonnant de voir que ce monsieur est prêt à parcourir rapidement des milliers de kilomètres pour servir ceux qui, il y a encore 50 ans, mettaient sous l'asservissement les siens, les Africains. Nous sommes sortis des chaînes de l'esclavage et de la colonisation. Donc pour vous, M. Ouattara, depuis lors, vous l'avez considéré comme un danger? Mais c'est un danger pour la démocratie, il le prouve, tous les jours. Ce pays n'est plus... les Ivoiriens vivent dans une prison à ciel ouvert. Les opposants, 1, 2, 3 sont en prison. La presse, les journalistes comme vous, je crois que si vous étiez au pays, vous auriez déjà connu la MACA. Et donc, la maison d'arrêt correctionnel d'Abidjan.
La liberté a disparu depuis que ce monsieur est entré sur la scène politique dans notre pays. Sauf Boigny, en tant que Premier ministre, il avait déjà envoyé les opposants en prison. Le président Laurent Gbagbo, opposant à l'époque, avait été envoyé en prison par le Premier ministre de l'époque, avec son épouse. Le couple Gbagbo, y compris leur fils Michel. Donc ça a commencé depuis les années 90. Alors, cette machine qui broie les libertés, ce personnage liberticide qu'on nous a imposé, est une véritable gangrène pour la démocratie et pour l'équilibre sociétal. Nous allons parler du président Laurent Gbagbo. Et comment dirais-je, récemment, il y a une semaine, la CPI dont on pensait que personne ne pouvait en sortir vient d'acquitter M. Bamba. M. Bamba vient d'être acquitté. Et est-ce qu'il y a une ruée d'espoir d'un acquittement et d'une probable libération du président Laurent Gbagbo dans les proches ou dans les lointains, dans la lointaine vision, comme dirait l'autre? Bien. Alors, moi je salue la libération de Jean-Pierre Bemba, l'opposant congolais, qui sera bientôt président du Congo RDC. Pourquoi vous l'affirmez? Parce que les clignotants politiques quand même à Kinshasa, à Kin-Label, le démontrent. Il avait fait 70% aux élections précédentes là-bas, avant d'être arrêté et envoyé à la CPI. Alors, la libération de Jean-Pierre Bemba est un signal fort pour nous. C'est un espoir. Vous avez parcouru sans doute ma page Facebook il y a une semaine. J'ai mis Jean-Pierre Bemba est sorti de la CPI, donc tout est possible. Donc il y a de l'espoir. Or, donc peut-on sortir de la CPI? Les autres disaient, nos adversaires disaient, oui, bon, de toute façon, personne ne sort de la CPI en tenant compte de 50 ans d'emprisonnement de Charles Taylor et de Mladic, les Serbes, qui ont été condamnés fortement et fermement là-bas. Un Serbe s'est suicidé à la barre. Donc, nos opposants, ceux qui sont contre la libération de notre leader, disaient que personne ne sort là-bas. Donc vous, les Gors, les Gbagbo, rien, vous pouvez rêver. Moi, je suis un Gor et je rêve que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sortiront bientôt. Pourquoi? Parce que, oui, je vais le démontrer au plan juridique. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Eh bien, moi, je suis avocat pénaliste. Les juges d'instruction instruisent à charge et à décharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à charge, les éléments de preuve qui démontrent votre culpabilité, lorsqu'il y a suffisamment de charges contre vous, à ce moment-là, le juge peut vous mettre en examen et vous serez ensuite jugé. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le juge qui instruit à décharge également, à ce moment-là, il ne peut pas vous mettre en examen. Nous sommes à la phase de l'instruction. Quand je suis dans le cabinet d'un juge, que j'assiste mon client, et qu'il n'y a pas suffisamment de charges, je plaide la mise en liberté de mon client, à tout le moins sous contrôle judiciaire, avec des mesures restrictives, se présenter à tel commissariat 2 fois ou 1 fois par semaine, avec des garanties de représentation. Un domicile sûr. Voilà ce que nous appelons les garanties de représentation. Dans le cas de nos illustres détenus à la CPI, que j'appelle nos déportés, eh bien, il n'y a aucun élément à charge qui puisse, n'est-ce pas, amener une convocation même devant la CPI. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, c'est quand même... l'humanité, quand même, c'est assez important. Oui, mais... Si c'est prouvé, c'est vraiment assez important. C'est pas prouvé. Vous avez bien vu qu'en 2013, la procureure Fatou Bensouda a été, n'est-ce pas, obligée par les juges de la CPI, et lui ont demandé d'aller chercher d'autres éléments de preuve, parce que les preuves qu'elle avait entre les mains étaient insuffisantes. Ça veut dire que nous instruisons à charge et à décharge. Là, côté charge, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Le dossier est vide. Parce que quand on accuse un président, un chef d'État de crime contre l'humanité, il faut le démontrer quand même. Hein, Laurent Gbagbo, ce n'est pas Hitler.
C'est le grand démocrate qui a amené le multipartisme en Côte d'Ivoire en 1990. Alors, prouvez donc que ce monsieur, ce président, a commis des crimes contre l'humanité. On a amené cette femme d'Abobo, dont une se couchait, se relevait, à y coucher, à y oubli, à y coucher, à y oubli, qu'on a badigeonné avec du sang de bœuf. C'est ça qui peut condamner un homme? Non, ça ne suffit même pas. Alors, d'une part, d'autre part, le jeune ministre Blé Goudé, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il accompagne son père politique, le président Gbagbo. On dit, nous avons eu Gbagbo, mais si nous laissons Blé dehors, eh bien, Blé peut être dangereux parce qu'il suffit qu'il l'ouvre pour appeler au rassemblement pour que les Ivoiriens sortent. Donc, l'emprisonnement, l'incarcération aujourd'hui, pour vous, vous qualifiez ça comme une incarcération politique? Pour Blé Goudé, pour les deux, c'est politique. Les deux, donc, si c'est politique, du moment que M. Ouattara est encore au pouvoir, est-ce que vous pensez sincèrement que tant que M. Ouattara serait là, ils pourront vraiment mettre un jour le nez dehors comme Ouattara n'est pas la CPI. Vous m'obligez à dire son nom pour une fois. Il n'est pas la CPI. Il n'est pas juge à la CPI. Les juges, les magistrats de la CPI sont quelque part obligés de faire un tout petit peu le droit. Ah bon, au point de plan juridique, à charge, il n'y a rien. S'il n'y a rien à charge, ah ben, à décharge, évidemment, on a un boulevard pour que le président sorte. À leur décharge, ils vont sortir. Ils vont sortir, ils seront acquittés. Il n'y a pas de preuve contre eux. Mais est-ce qu'ils pourront aller en Côte d'Ivoire quand on sait qu'il y a une autre épée de Damoclès sur la tête du président Gbagbo s'il est libéré? Vous parlez de la fameuse condamnation? Oui, alors on l'a condamné, c'est ridicule. On l'a condamné pour avoir soi-disant cassé les banques pour payer les fonctionnaires et tous autres salariés. Il était le président de la République, il est toujours d'ailleurs dans le cœur des Ivoiriens. Il a été élu brillamment en 2010 avec 51,48% si je ne m'abuse. Eh bien, avec les deux poids lourds qu'il avait en face, malgré tout, parce que il faut que les Ivoiriens arrêtent de murmurer, il faut qu'on se dise les vérités. On sait que l'imposteur n'a jamais passé le premier tour. C'était Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, on le sait. Bédié a été sommé de retirer son recours pour ne pas s'attirer des ennuis. On le sait. Alors du coup, il s'est retiré, il avait tenté un recours et finalement il s'est rétracté. Voilà comment l'imposteur est passé au second tour, sous la menace de Sarkozy. Disons-le, c'est notre pays. Nous n'avons pas deux pays. Pourquoi on nous piétinerait comme ça et que personne n'ouvre sa gueule pour dénoncer? Non. Alors donc, nous sommes... moi je suis complètement serein quand j'aborde ce débat, parce que j'étais au pays sous les bombes françaises. Hein. J'ai vécu la guerre là-bas. C'est Dieu seul qui m'a sauvé pour que je reprenne la robe ici, que je reprenne mon cabinet, après 2011. Donc j'ai vécu la guerre. J'ai fait campagne chez moi à Guiglo. J'ai voté chez moi. J'ai voté pour Laurent Gbagbo. Et j'ai amené des gens à voter. Mes parents ont voté massivement pour lui. Nous sommes démocrates, nous ne connaissons pas les calaches. Nous connaissons les bulletins. Oui. Bon, là, il y a un enrôlement, il y a une révision des listes. Je finis juste sur le point. Tant que l'imposteur est au pouvoir, est-ce que nos illustres déportés sortiront? Ben, ils sortiront parce que ceux qui ont placé l'imposteur au pouvoir voient aujourd'hui son incompétence. Parce que lorsque les impérialistes placent quelqu'un à la tête d'un pays, ils attendent des dividendes. Or, politiquement, il est nul. Il se dit économiste, mais au plan économique, ça balbutie. On nous invente des chiffres de la croissance à deux chiffres. Cinquième puissance mondiale. Cinquième puissance mondiale. C'est de la foutaise. Sinon, on peut en rigoler. Alors, tout ce mensonge a été démontré, a été mis à nu par les analystes les plus sérieux, y compris des analystes français. Comment se fait-il que la cinquième puissance mondiale, économiquement parlant, comme ils disent, hein, comme le dit Gon Coulibaly devant ses parents à Korogo, comment se fait-il que ce pays, Côte d'Ivoire, voit ses dignes fils partir? Alors, dans les flux migratoires... Il y a 11% en France, je crois. Hein. Dans les flux migratoires qui partent de l'Afrique,
de l'Ouest, les Ivoiriens sont en tête avec 70%. Les Ivoiriens, ensuite les Maliens, et viennent les Sénégalais et autres nationalités. Au plan continental, les Ivoiriens à eux seuls font 55% des migrants qui partent. Alors comment peut-on quitter un pays qui se veut paradis, un pays paradisiaque, pour aller dans l'enfer, aller mourir dans les eaux maritimes? Si ce pays était aujourd'hui sérieux et dirigé dignement, posons-nous des questions. Et il est évident que l'imposteur ne maîtrise rien, même y compris au plan économique. Ok. Alors, maître, on lance, depuis 2 ou 3 jours, ils ont lancé la révision des listes électorales et éventuellement l'enrôlement pour ceux qui s'approchent de leurs 18 ans. D'abord, quel regard vous portez sur la CEI parce que tous les Ivoiriens décrivent des germes conflictuels au niveau de la composition même de la CEI. Permettre à cette CEI d'organiser encore 2 élections, ce n'est pas un tombeau qui se prépare? D'abord, faisons un peu de traçabilité historico-politique. Quelle est l'histoire de la CEI? La CEI a été créée dans la foulée de Marcoussis, lorsqu'on a enfermé nos hommes politiques dans le stade de rugby dans l'Essonne, à l'INAS Marcoussis, n'est-ce pas, en janvier 2003. Et on les a obligés à signer un accord avant de sortir, sans l'État de Côte d'Ivoire, les partis politiques et les mouvements rebelles. Monsieur Gbagbo est venu valider à Kléber. Il est venu à Kléber, bon, ben, il a dit, il a eu la formule, le médicament est amer, mais prenons-le quand même pour la paix. Voilà, en gros. Eh bien, je veux dire par là que la CEI a été créée par la France officielle. Et elle est indépendante que de nom. Elle n'est pas indépendante parce que elle est composée. C'est le président Gbagbo qui a demandé, qui a aussi certifié ou choisi ou imposé M. Youssouf Bakayoko. Non, attendez. Alors, là encore, faisons un peu d'exégèse. Lorsque la CEI a été imposée aux Ivoiriens, il y avait les partis politiques et les mouvements rebelles. Aujourd'hui, le MPCI et ses démembrements n'existent plus. Sur le terrain politique, au plan politique, dans l'hémicycle, il n'y a pas un député MPCI, on est d'accord. Oui. Même Soro, un député RDR, on est d'accord. Oui. Bien, mais les mouvements rebelles sont représentés, continuent d'être représentés à la CEI. Oui. Donc, vous voyez déjà, c'est un élément de l'inégalité de la CEI. Elle ne devrait plus exister. Parce que des gens qui ont pris des armes hier et qui n'existent plus aujourd'hui continuent de siéger au sein de la CEI. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, pendant la crise électorale, M. Youssouf Bakayoko, je l'avais démontré avec mes confrères du barreau de Côte d'Ivoire, avec Maître Kosoro et Maître Adjemia et d'autres, avait proclamé les résultats au Golf Hotel, au siège d'un candidat. Ce qui démontre déjà du manque de crédibilité de ce président de la CEI, qui a perdu donc toute responsabilité, toute notion de responsabilité et de crédibilité. Troisième élément, les institutions panafricaines, la Cour africaine des droits de l'homme, y compris les Nations Unies, qui avaient soutenu l'imposteur par les bombes avec les bombes françaises, eh bien, les Nations Unies ont déclaré, avec la Cour, à la suite de la Cour africaine des droits de l'homme, que la CEI est devenue illégale. Il faut la réformer. Mais M. Ouattara ne veut pas. Ben, il est seul contre tous. C'est pour cela que j'ai bon espoir que nos illustres déportés sortiront. Est-ce que si M. Gbagbo sortait de prison, il peut être éligible? Ben, Laurent Gbagbo n'a pas perdu il n'aura pas été condamné par la CPI et même rien ne l'empêche de se présenter à toutes sortes d'élections dans son pays. Mais la question n'est même pas là. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sortent de là où ils ne devraient pas être. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été partie au traité de Rome. Ça aussi, il faut le dire.
Comment se fait-il qu'il se retrouve là-bas pour un parti qui n'a pas signé, qui n'est pas parti, un pays qui n'est pas parti au traité de Rome? Alors, ça veut dire que tout ça, c'est politique. M. Gbagbo n'avait pas ratifié le traité. Il n'a jamais ratifié. Pour qu'un traité soit ratifié, il faille que l'Assemblée nationale, que les députés votent, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, la ratification, pour faire adhérer la Côte d'Ivoire, comme tout autre pays, à ce traité. Enfin, vous voyez que les États-Unis n'ont pas voulu ratifier, et la Chine non plus, la Russie non plus. On ne peut emmener à la CPI aucun ressortissant de ces pays-là. Alors, ce que le président Gbagbo à l'époque avait fait, c'est qu'il avait envoyé une simple lettre à la CPI pour dire: s'il y a des crimes qui sont commis dans mon pays, je suis d'accord, pour qu'un jour, la CPI poursuive les gens qui auraient commis de tels crimes si la Côte d'Ivoire adhérait au traité de Rome. Si la Côte d'Ivoire adhérait au traité de Rome. Ça l'a rattrapé. Oui, mais sauf que la Côte d'Ivoire n'a toujours pas ratifié, même au moment où je vous parle. Donc rien de la rattraper. Et d'ailleurs, l'imposteur dit qu'aucun autre Ivoirien ne sera déporté, ne sera emmené à la CPI. Et pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les véritables criminels sont de son côté. Alors, maître, il y a eu un Sénat en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat. Vous ne vous êtes pas prononcé là-dessus? Oui, pour moi, c'était un non-événement. Et pourquoi? Parce qu'un Sénat dans ce pays en délicatesse, un pays... c'est la cinquième puissance économique du monde. Bon, attendez, non, soyons sérieux. Bon, ok, on sait que la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus pauvres aujourd'hui de la planète. Hein, soyons sérieux. Bon, alors, un Sénat n'a pas sa place. Et quelle était l'opportunité de créer un tel Sénat? Aucune. C'est comme la Troisième République qui n'avait aucune raison d'être. Alors, donc, ce Sénat, alors, où siège-t-il, d'ailleurs? À Yamoussoukro. À Yamoussoukro, dans quel bâtiment? À Yamoussoukro, dans un des bâtiments, je crois. Je ne sais pas, dans un hôtel? Non, non. Bon, alors, moi, je sais une chose. Oui. C'est que le président Gbagbo avait déjà mis en chantier les bâtiments du Sénat, hein, lorsqu'il était au pouvoir. Et d'ailleurs, il a bâti, avec les Chinois, un beau palais de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro, un palais que les autres ont du mal à exploiter, parce qu'ils ont beau critiquer le président Gbagbo, c'est lui qui a fait ce palais-là. Donc ils ont du mal à y aller. C'est ça leur problème. C'est comme l'hôpital d'André. Voilà. Pour qu'ils acceptent de l'inaugurer, il aurait fallu... Oui, parce qu'il y a toujours, comme disait le président, l'homme marche, il laisse des traces, il marche, il laisse des traces. Donc ce sont des traces positives du président Laurent Gbagbo. Et ils ont du mal à fréquenter ces lieux-là, parce qu'ils savent très bien que c'est lui qui est le véritable bâtisseur. Et d'ailleurs, les ponts dont on parle, bon, c'est pas le sujet, bon, mais c'est quand même lui qui avait budgété tous les ponts, oui, et les budgets étaient déjà là, les autres n'ont fait qu'augmenter les milliards. Oui. Voilà. Ça, c'est une continuité. Donc, en fait, pour finir avec le Sénat, pour moi, le Sénat n'a pas lieu d'être dans un pays où... si c'était le président Gbagbo qui l'avait fait, vous l'aurez applaudi. Oui, pourquoi? Parce que c'était un véritable projet politique. Mais alors, si M. Ouattara a exécuté le projet, pourquoi vous le décriez? Non. Si on y va, on peut parler de la continuité de l'État, sauf que aucune pierre n'est sortie de terre pour construire le bâtiment du Sénat. Ce qu'avait prévu Laurent Gbagbo, lui. Vous voyez, donc quand il a voulu effectivement mettre la capitale concrètement à Yamoussoukro, il a bâti le building de l'Assemblée nationale. Donc c'est comme ça que travaille un président de la République. On ne se permet pas de fanfaronner, de tromper le peuple, de faire de la démagogie, et de dire, bon voilà, un Sénat, un Sénat qui n'a même pas de siège. Autre critique sur le Sénat. Alors, vous allez me parler du président du Sénat, mon ancien confrère Aoussou Jano. Diantre. A-t-il oublié les notions élémentaires en droit qui concernent, par exemple, le refus du mélange des genres? Un député ne peut pas être sénateur. Il y a incompatibilité. A-t-il oublié cette notion de compatibilité? Il est à la fois député et sénateur, ça ne s'est jamais vu. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on a des bêtises comme ça. C'est pas possible. Un juriste, un avocat ne peut pas s'asseoir sur deux fauteuils. Il siège à l'Assemblée et de l'autre côté, il siège au Sénat.
Et lorsque on parle des deux chambres réunies, alors il portera quelle casquette? Par exemple, en France, pour le système que je connais le mieux, lorsque les deux chambres se retrouvent à Versailles, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, pour délibérer des questions les plus importantes de l'État, les grandes réformes. Eh bien, quand l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le fameux Sénat vont se retrouver, quelle casquette portera Aoussou Jado? Bien. Voilà des questions qui font que je n'approuve pas ce Sénat. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Ah ben, bien sûr, il y a au moins 300 prisonniers politiques. Mais le président Ouattara dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est lui qui le dit. Que c'est des casseurs de gendarmerie, de commissariat. C'est pourquoi ils se retrouvent. Alors, le dernier en date, c'est Jean-Gervais Tchaïdé. Son nom sonne bien, ouais, hein, vous savez. Donc, dans la retitude, nous savons, Tchaïdé veut dire les affaires de la famille. Voilà, du clan. Et Jean-Gervais Tchaïdé, quel crime a-t-il commis? Quel délit a-t-il commis? Il est vice-président du FPI, il est directeur de cabinet de l'EDS, dirigé par le président Ouénien, et il est, à ce titre, le président du comité d'organisation de la marche du 22 mars 2018. Eh bien, en tant que président, il a négocié avec la préfecture de police d'Abidjan et la date et le déroulement de la marche. L'itinéraire, la sécurisation, tout, il a tout mis en place. De façon technique, il a fait la traçabilité, pas de problème. Et c'est seulement la veille de la marche qu'une dame du rattrapage ethnique l'appelle pour lui dire Président Tchaïdé, venez me voir, on va discuter de la marche. Il dit, mais on a tout oublié, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah non, non, venez. Il se présente avec son équipe à 19h, le 21 mars. 19h. La marche a lieu le lendemain. Et là, la dame lui sort un document disant, signé ici, la marche est interdite. Diantre. Dans quel pays fait-on cela? C'est quelle démocratie, ça? C'est un piège tendu à l'opposition et essentiellement à M. Tchaïdé. Il dit, mais madame, de quels moyens médiatiques puis-je disposer-je pour maintenant informer tous les militants qui sont mobilisés? Pas seulement à Abidjan, mais à travers tout le pays. Comment je puis maintenant les informer que cette marche est interdite? Et d'ailleurs, de quel droit? Bon, de quel droit, c'est un autre débat, mais moi, en tant que président du comité d'organisation, au moment où je vous parle, ce soir, la veille, je n'ai pas les moyens d'informer la population sur l'annulation de cette marche qui a été décidée au dernier moment. Et le lendemain, ce n'est pas de façon téméraire qu'il est allé sur le terrain, mais il est allé simplement informer les jeunes qui étaient déjà sortis depuis 7h du matin. Lui se présente à 8h pour leur dire ben écoutez, je suis désolé, la marche est interdite. Et des journalistes lui ont tendu le micro. Il était en train d'expliquer que finalement la marche est interdite. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Les CRS l'ont brutalisé, l'ont tabassé et l'ont embarqué. Voilà comment il a été arrêté. Et est-ce que ce n'est pas une arrestation politique? Jean-Gervais Tchaïdé était en train de casser un magasin ou le siège du RDR. Madame Babo. Voilà. Bon, alors. Les Lida Kwasi. Oui. Alors, et c'est pas fini. Les marcheurs, les 18 qui l'accompagnaient, ont été tous libérés. Et au moment, à son tour, on lui dit non, monsieur Tchaïdé, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a un mandat d'arrêt et qui plane contre vous depuis 2013. Monsieur Tchaïdé est au pays, il n'a jamais bougé. Il faisait partie de l'équipe du président Miaka Oureto, paix à son âme. Ils sont venus à Paris ici, ils ont négocié la libération de certains prisonniers politiques, à la tête desquels Afin Guessan, qui ne se prononce pas aujourd'hui sur l'arrestation arbitraire de ses ex-camarades. Donc ce sont eux qui ont contribué à la libération d'Afin Guessan, de Michel Babo, de Mahangaï Bazi, paix à son âme, qui lui aussi a été tabassé, est mort donc des sévices. Alors, tous ces gens-là, vous avez cité le cas emblématique de la première dame Simone Babo. Simone Babo, si elle n'est pas prisonnière politique, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? En prison, qu'on appelle l'hôtel de police. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas?
Ça, c'est vraiment emblématique. Et il y a le ministre Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense. Il y a le ministre Aswadou, qui était en exil au Ghana. On leur a fait croire que bon, vous pouvez rentrer, on va aller à la paix. Ils rentrent au pays pour avoir participé, n'est-ce pas, à Mama, au congrès de son parti, de son propre parti. Il a été arrêté. Tout comme mon aîné Hubert Blay, qui avait été aussi arrêté, qui a fait 2 ans de prison pour rien. C'est comme ça que ça marche une dictature. Alors une dictature n'avoue jamais ses crimes. Voilà, donc au pays, là je vous ai cité quelques connus, et il y a aussi les anonymes, il y a des militaires, il y a des gradés, il y a le général de Goblet, il y a le commandant Abbaye, la liste est très longue. Ce sont des prisonniers politiques, n'en déplaise à l'imposteur. Ça s'appelle comme ça. D'accord. Alors, FPI, oui. Kafi, Kansangaré, bientôt nous irons à des élections. Tout le monde lance un mode de boycott. Le FPI ne va pas participer, ou les FPI ne vont pas participer. Et nous allons nous retrouver encore dans le schéma de la reconduite de ce que vous appelez sur ce plateau les imposteurs. Quand est-ce que les FPI s'entendront pour voir dans la même direction et résoudre les problèmes auxquels les Ivoiriens sont confrontés? Alors, une question qui est passée sous silence dans le feu du verbe, c'était le recensement. Oui. Alors, le recensement, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Il faut le refuser, il faut le boycotter. Pourquoi? Parce que c'est de la même manière qu'on dit, bon voilà, ça ne fait rien, laissez-lui un mandat. Après, il a fait son mandat. Laissez-lui 2 mandats, il a fait 2 mandats. Si on accepte de se recenser aujourd'hui encore, ça va être la même chose. Mais quelle force vous avez pour empêcher la tenue de ces élections? Mais il peut y aller avec le nombre qui aura, les gens qui se seront inscrits. C'est leur problème. Oui, mais il n'y a jamais, depuis que moi je suis né, aucun pays n'a validé une élection parce que le taux de participation est faible. Oui, mais ça démontre du manque de légitimité de ce pseudo-pouvoir. Toutes les élections qui ont été organisées dans la période post-2011 ont été un fiasco. Les législatives, 15% de participation. La présidentielle, 8,10 ou 8,50 de participation. Ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. C'est une légalité sans légitimité. Est-ce que la politique de la sans légitimité. La politique de la chaise vide pays, c'est dans ça? Parce que si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, si vous ne participez pas pour arracher des mairies, des régions, maître, mais vous n'existez pas. Le président Hollande est parti dire à Abidjan qu'un parti politique qui ne participe pas à des élections est un parti mort. Mais c'est pas pour autant que le FPI est mort. Hein. Le FPI, il galvanise, il mobilise des troupes quand il fait une sortie. Vous avez vu dans le pays inquiet. La vocation d'un parti politique, c'est quoi? Oui, participer à des élections dans un contexte, dans un système où il y a la justice et la transparence. Vous ne pouvez pas participer à une élection dans la situation actuelle où vous avez Youssouf Bakayoko à la tête. Monsieur, il n'est pas encore minuit. Quand vous avez ce type-là à la tête de la CEI, vous pouvez être les meilleurs démocrates. Vous pouvez mobiliser tous les électeurs. Vous pouvez avoir 90%. Le résultat sera toujours pour votre adversaire. Donc à quoi ça sert? Laissons-les faire, laissons-les, c'est leur temps, ils peuvent manger. Ce qui les intéresse, c'est de manger, voler, construire des immeubles sur des terrains non conformes, et bon, des immeubles qui s'écroulent à la moindre petite pluie. Bon, c'est leur temps, laissons-les leur temps. Moi je suis dans la résistance, j'aurais pu être au barreau de mon pays, mais si je suis en France encore et encore, c'est parce que j'ai décidé d'être résistant. Je me suis privé de beaucoup de choses. C'est ça aussi la résistance, c'est faire des sacrifices. Alors, vous parliez de 2 FPI tout à l'heure. Il n'y a pas 2 FPI, il y a un seul FPI. C'est lequel? Le FPI qui a pour président Laurent Gbagbo, lequel est déporté à La Haye, et donc qui a pour représentant président délégué Aboudraman Sangaré. Okay. Et le congrès de 2005, à cause duquel les 2 ministres ont été arrêtés, le FPI ne sera jamais homogène alors. Mais il est homogène. Non. Il y a M. Afinguessan qui... Mais un congrès a exclu
officiellement, M. Afi dont vous parlez, il a été exclu au congrès de Mama. Mais juridiquement, juridiquement il a été exclu. Oui, mais c'est lui que le pouvoir reconnaît. Non, quand c'est lui que le pouvoir reconnaît parce qu'il arrange le pouvoir. Mais nous, on ne reconnaît pas ce pouvoir-là. Le pouvoir que vous ne reconnaissez pas reconnaît un kidam. Ben évidemment, vous ne reconnaissez pas le kidam. Ben, ils sont en complicité, les deux. C'est une histoire de copains et de coquins. Afi et l'imposteur sont ensemble. Voilà. Le chevalier. Ben, bien entendu. Bien. Alors on ne va pas se laisser gruger par ce duo qui nous taille des croupières. Le peuple est serein. On sait où se trouve le véritable FPI. Alors nous tendons, avec Maître, nous avons été obligés de prolonger le temps. D'habitude c'est autour de 24 minutes. Mais exceptionnellement, nous avons décidé d'aller au-delà. Parce qu'avec lui, il y a de la rhétorique, et puis il y a beaucoup d'enseignements que nous tirons de lui. La ouétitude, qu'est-ce que c'est? Ah, on finit par la ouétitude, par ma ouétitude. Alors, je vous salue pour avoir pensé à la ouétitude. La ouétitude est un néologisme. Alors, j'ai créé la ouétitude pour essayer, n'est-ce pas, de penser un tout petit peu, penser avec A, les plaies de mon peuple oué, victime d'un véritable génocide en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Pourquoi c'est vous qui payez le lot tribut de cette guerre-là? D'abord, il n'y a pas de tribut. Le tribut, on le paye à un roi. Les rois ne doivent rien. Aucun peuple de Côte d'Ivoire ne doit rien à l'imposteur. Aucun peuple. Donc, il n'y a pas de tribut. Alors, ce vocable, bon, vous l'utilisez parce qu'il a été utilisé par vos confrères au pays ou en France, etc. Mais il n'y a pas de tribut. Nous, on ne doit rien à personne. On ne doit rien aux imposteurs, aux génocidaires. Mais on massacre les ouais parce que nous avons des terres qui sont très riches. Des terres qu'on voudrait... Et que vous n'exploitez pas. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai fait l'école dans mon village. J'ai eu l'entrée en 6e dans mon village. En 1974, j'ai été muté à Sassandra, au CEG de Sassandra. J'ai une histoire. Nos parents ont construit les écoles et les logements des maîtres. Ce n'est pas les instituteurs, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. On parle de terres, on parle oui, pas. Mais c'est sur les terres qu'ils ont tiré leur richesse. Avec l'exploitation, la culture du café essentiellement, ensuite du cacao et le riz. Donc les Ouest ne sont pas paresseux, tout comme leur cousin Bété. Ce sont des mensonges politiques. On a voulu tout simplement nous imposer des étrangers pour occuper nos terres parce que ce sont des manœuvres des ouvriers malléables et corvéables à merci. Là où le ouais va regarder combien ça va me coûter, combien je dois gagner par kilo, eh ben, le Burkinabé ne regarde pas. Là où c'était payé 1050 francs Borchamp, le Burkinabé il a 500 francs, il dit rien. Voilà la différence. Voilà ce qui a fait que les capitalistes, je veux dire au plan international, ont décidé, là ça dépasse même l'imposteur, ont décidé d'imposer des étrangers sur cette partie de la Côte d'Ivoire qui est ô combien riche. Et quand est-ce que vous serez libérés? Ça fait partie d'un certain nombre de combats que nous avons à mener. Vous savez, on peut malmener un peuple pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un jour ou l'autre, oui, mais comment vous expliquez que c'est la plupart des ressortissants de l'Ouest qui sont avec M. Ouattara? Non, pas la plupart. Je parle de M. Babri Touakeuse, qui est un parti politique qui doit bien défendre ses compatriotes. Babri est dans, il n'est pas ouais. Il faut savoir, il ne faut pas faire l'amalgame. Babri, il est dans, il n'est pas ouais. Ok? Bon, même si c'est le Grand Ouest. D'une part. D'autre part, vous avez avec l'imposteur juste la rouloto, ok? Elle est ouais de tous les plus, c'est vrai, mais au régional, elle avait fait quoi? À tous les plus 3%. Donc les ouais l'ont vomi. Elle essaye de revenir, et justement en utilisant des stratégies pour éliminer ses adversaires les plus dangereux, d'où les arrestations arbitraires. Monsieur Méambli. Méambli? Oui, il n'est pas de chez vous? Oui, Méambli, ouais, mais il a choisi le RHDP, c'est son droit, il est PDCI, il est proche du président Bédier. Bon, moi je ne lui reproche rien politiquement. D'accord. Bien, et il ne fait pas partie des génocidaires. On peut lui reprocher autre chose, mais pas sur le terrain du génocide. D'accord. Alors, et donc, le génocide, ouais, m'a fait réfléchir, et je me suis dit, que puis-je faire pour essayer de soulager un tout petit peu mon peuple? D'où la création du concept
ouetitude. La ouetitude, pour faire court, c'est contracté de ouais attitude. En anglais, j'aurais dit de ouais attitude. Donc, l'attitude des ouais face au génocide, l'attitude des ouais face aux expropriations, face au viol, face à l'exil, face à toutes sortes de misères qui désormais constituent le lot quotidien de nos parents. La ouais attitude. Quelle attitude un ouais doit avoir face à tous ces malheurs? Ben, c'est rester digne, rester soi-même. Et quand on a fait un choix, rester ferme dans ses choix. Nous avons choisi un homme, Laurent Gbagbo, nous restons fermes derrière lui. Il sortira à un moment donné de l'histoire de la CPI, on dira Laurent Gbagbo est passé par là. Eh bien, ouais, la ouetitude, je l'ai calquée sur la négritude. D'accord. Et quand effectivement les Noirs sont sortis de l'esclavage, ici en France notamment, on disait sale nègre. Et donc, des leaders, des intellectuels africains ou afro-descendants, comme le Martiniquais Aimé Césaire, comme le Sénégalais le pauvre Sédar Senghor, comme le Guyanais Léon Gontran Damas, ont créé donc la négritude. Et finalement, ce qui était une moquerie s'est retourné contre les moqueurs et on a revendiqué la négritude. Nous sommes fiers d'être nègres. Et donc, pour moi, la ouetitude est la fille, n'est-ce pas, de la négritude, en ce sens que c'est un concept de revendication, tout simplement, au plan culturel, au plan identitaire. Nous mangeons, en ouetitude, nous mangeons le plébar, c'est devenu un plan national. Nous nous habillons en flaé, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui parce que le concept ne s'y prête pas, le temps ne s'y prête pas. Et donc, la ouetitude, c'est ça. C'est la revendication culturelle et identitaire. C'est comme au plan national l'ivoirité. Oui, c'est comme l'ivoirité qui a été galvaudée, qui a été mal expliquée tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure. Et rappelez-vous, la jeune artiste, ouais, une de mes nièces en ouetitude, elle a chanté la ouais attitude. Nash. Oui, Nash. Oui. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Elle a fait un plus dessus. Maître, vous faites tout ça, c'est pourquoi? Vous avez des intentions politiques, derrière quoi vous courez? Et pourquoi vous tentez de plaire si tant à vos compatriotes? Non, mais je cours derrière rien du tout. Mon leader a dit l'homme doit laisser des traces en marchant. Alors j'essaye de laisser mes petites traces. Moi je suis dans le métissage culturel. Je suis en France depuis 1982. J'ai fait mes études de droit et de sciences politiques ici. Je suis avocat ici. J'aurais pu me contenter de, comme cette publicité qui passait dans les années 90, cette pub disait du pain, du vin, du boursin, et je me sens bien. J'aurais pu me contenter de mon cabinet. Ça me nourrit quand même. Ça nourrit son homme. Mais je ne peux pas me contenter de cela tant que mon peuple ivoirien souffre. Je ne peux pas de façon égoïste me dire, bon, de toute façon, qui se débrouille entre là-bas, moi je ne suis pas dans la politique. D'ailleurs, je ne suis pas encarté. Mais les quelques tentatives que j'ai faites, bon, je me suis retrouvé, bon, parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Mais je suis gbagboïste, et c'est pour ça que j'ai écrit, on en parlera aussi un jour, le livre Gbagologie. Je suis le gbagologue. Le président Gbagbo me connaît pour ça. Il m'appelle le gbagologue. Donc, je marche avec toutes ces jambes-là, parce que j'aime ma patrie, parce que j'aime l'homme tout simplement. Je ne suis pas allé dans l'avocature par hasard, parce que j'aime l'être humain. Et j'aime pas que l'être humain soit violenté, brimé. J'aime pas l'injustice. Merci, nous venons de tirer beaucoup de verre dans le nez, entre guillemets, de Maître Zedzé. Et avec lui, c'est illimité. C'est un entretien en principe en CDI, mais malheureusement, nous sommes obligés de contracter parce que nous sommes limités par le temps. Un dernier mot? Oui, je vais vous donner la parole, Maître. Allez-y pour vous. Alors, je remercie votre chaîne de télé pour m'avoir donné la parole. Je vous remercie parce que ça a été une occasion formidable ici à Paris,
n'est-ce pas, de donner l'opportunité à un compatriote de s'exprimer, de dire ce qu'il a dans les tripes, avec tout ce que cela comporte comme risque. Mais la vie d'un être humain, ce n'est qu'une étoile, n'est-ce pas, dans l'espace. C'est rien du tout, un être humain. On n'est que poussière. Et donc, tant que nous sommes là, la poussière doit pouvoir s'exprimer, doit s'opposer à l'injustice, doit s'opposer à tout ce qui n'est pas bien, doit tout peser entre le bien et le mal. Et donc, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité et je remercie vos auditeurs ou téléspectateurs qui voudront bien partager pour que la parole demeure. Et la parole va demeurer. Merci de nous avoir suivis avec Maître. On ne sait pas à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il ne faut pas s'arrêter, parce qu'un homme de culture, quelqu'un qui est savamment instruit, donne toujours envie de l'entendre. Merci et à très bientôt. Merci.